Avec Véronique Régnier, nous voulons tout d'abord remercier Clara de nous donner l'opportunité de vous présenter le projet Impact aujourd'hui, qui est un programme de recherche intégré pour la prévention et le traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures, les cancers VADS. Voilà. Donc, le processus de cancérisation des cancers VADS est un processus qui s'étend de l'apparition des lésions prémalines jusqu'au développement du cancer. Ce processus est la conséquence de changements moléculaires qui surviennent dans le temps, donc jusqu'à une trentaine d'années, et dans l'espace, et sont le reflet donc d'une très grande plasticité cellulaire et moléculaire. Donc, la plupart donc, des cancers VADS sont des cancers de la cavité orale et sont dus à des facteurs environnementaux qui ont été largement explicités dans la session précédente, c'est-à-dire donc une exposition au tabac et à l'alcool. Par ailleurs, la cavité orale est considérée comme le miroir moléculaire de l'intoxication alcoolotabagique du reste de la muqueuse VADS, de l'œsophage et des voies respiratoires supérieures. Donc, comme vous le savez, ces cancers sont associés à une forte mortalité et forte morbidité, donc d'où l'intérêt de les prévenir. Alors, les principales difficultés de prévention de ces cancers sont les difficultés de sevrage des addictions, comme nous le verrons avec Véronique Régnier un peu plus tard, mais également la compréhension partielle de l'histoire naturelle de ces lésions prémalines et par conséquent la difficulté d'évaluer les patients à risque et de plus la nécessité de traiter le champ de cancérisation, c'est-à-dire la muqueuse totale exposée. Donc l'objectif du projet Impact est d'avoir justement un impact sur l'histoire naturelle de ces cancers VADS. Pour atteindre cet objectif, Pierre Santini, qui est coordonnateur de ce projet, a élaboré un programme de recherche pluridisciplinaire et intégratif pour pouvoir aborder ces cancers VADS selon plusieurs aspects. Donc, bien sûr, un aspect translationnel, fondamental, et également sociologique, addictologique. Il y a aussi une partie économique qui est envisagée, mais elle sera donc réalisée dans un second temps. Donc pour la partie translationnelle, nous avons fédéré un réseau de services de chirurgie de différents centres hospitaliers pour pouvoir donc mener une réflexion régionale autour de cet axe 1 afin d'avoir un nombre significatif d'échantillons pour pouvoir mettre en évidence des biomarqueurs de risque de développement de ces cancers VADS. Alors pour cette partie-là, nous avons travaillé essentiellement sur des cohortes rétrospectives. Alors, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats qui ont été réalisés dans cet axe 1, ils sont nombreux. On a choisi de vous présenter le biomarqueur le plus étudié, qui est donc les pertes d'hétérozygosie ou LOH. Donc les LOH surviennent dans des locus chromosomiques bien précis, que sont donc par exemple le locus 9P, 3P, et donc avec l'aide de l'équipe de biostatistiques dirigée par le Dr David Perrol au CLB, nous avons réalisé une méta-analyse à la suite d'une revue systématique de la littérature, et nous avons démontré que ces LOH, quel que soit le locus chromosomique étudié d'ailleurs, sont en fait des facteurs prédictifs de l'évolution vers un cancer de la cavité orale. Pour la partie fondamentale, donc l'objectif de la partie fondamentale, c'est de comprendre la biologie de ces cancers VADS, que ce soit dans la dynamique moléculaire, c'est-à-dire de la lésion prémaline jusqu'au cancer, mais également, comme on va le voir, dans différents types de cancers VADS. Donc ici, vous voyez donc l'exemple. Donc vous savez que, je vous l'apprends, 15% des cancers VADS surviennent chez des patients non fumeurs, non buveurs. Ce n'est pas le cas de tous les cancers VADS. Nous avons voulu comprendre la biologie de ces tumeurs de patients non fumeurs, non buveurs, en comparaison de la biologie des tumeurs de patients fumeurs-buveurs. Pour cela, Jean-Philippe Foy, chirurgien maxillofacial à la Pitié-Salpêtrière à Paris et étudiant en thèse dans notre équipe, a réalisé une analyse bioinformatique des données publiques, et a mis en évidence que ce qui est spécifique de ces tumeurs de patients non fumeurs, non buveurs est donc le micro-environnement immunitaire.
En effet, dans ces tumeurs, les voies de l'interféron gamma et les voies donc, de PD1, PDL1 et PD1 sont enrichies dans ces tumeurs versus les tumeurs de patients fumeurs et buveurs. Pardon. Oups. Donc nous avons réalisé ensuite une analyse plus détaillée au niveau des gènes. Et donc nous avons donc démontré dans des données publiques disponibles du NIH, donc le Cancer Genome Atlas, TCGA, et dans 2 autres sets de gènes, que l'expression de ces gènes, PDL1 et IDO1, est augmentée dans les tumeurs donc des patients non fumeurs, non buveurs. Nous savons par ailleurs que l'interféron gamma augmente l'expression des gènes PDL1 et IDO1. Nous avons confirmé ces résultats dans une cohorte du CLB de 50 patients. Et donc nous avons confirmé ces résultats au niveau, donc, par une analyse en immunohistochimie, au niveau donc, protéique, et au niveau transcriptomique, par une analyse en RNA sec. Donc l'analyse des échantillons de patients en paraffine par la technique d'HTG a permis donc, de démontrer, de confirmer l'accumulation d'ARN messager des gènes IDO1 et PDL1, et également par l'analyse immunohistochimie d'accumulation de ces protéines respectives. Comme on peut le voir ici, voilà, sur ces images d'IHC. Donc, à l'issue de ces résultats, nous pouvons envisager de cibler ces 2 protéines, IDO1 et PDL1, par une immunothérapie combinée qui pourrait être un bénéfice pour ces patients non fumeurs, non buveurs. Alors, il existe aussi d'autres protéines, cette fois spécifiques des cellules cancéreuses, qui peuvent constituer des cibles thérapeutiques. Il s'agit des protéines externalisées. Ces protéines sont intracellulaires dans les cellules saines et vont être exposées, une partie va être exposée à la surface lorsque les cellules vont devenir cancéreuses. Alors ces cellules, elles n'ont ni domaine transmembranaire, ni signal d'adressage pour aller à la membrane, pour être exposées à la membrane, mais elles sont exposées à la membrane et elles acquièrent de nouvelles propriétés, des propriétés impliquées dans la tumorigénèse. Donc ces fonctions sont des fonctions impliquées dans la migration, dans l'invasion, dans la prolifération et dans le contrôle de l'apoptose. Dans un travail précédent, réalisé avec l'équipe donc, de Jean-Jacques Diaz, nous avons fait la preuve de concept que de cibler l'une de ces protéines, la cytokératine 8, la ECK8, pouvait constituer un intérêt thérapeutique. Et donc avec un financement PDC Clara et en collaboration avec la société IDD Biotech, nous avons développé un anticorps thérapeutique humanisé pour le traitement des cancers colorectaux. Alors, depuis, dans l'équipe de Pierre Santini, nous avons développé une méthodologie qui permet de caractériser, une méthodologie originale qui permet de caractériser le protéome de surface de ces I-protéines, dans le but bien sûr de développer d'autres cibles thérapeutiques, mais également pour comprendre le mécanisme d'externalisation. Alors, dans le cadre du projet Impact, nous avons étudié l'expression de la ECK8. Comme vous pouvez le voir ici sur ces images d'immunofluorescence, ici, la cytokératine 8 se trouve à la surface de plusieurs lignées cancéreuses de la cavité buccale. Nous avons d'ailleurs démontré qu'elle a un rôle dans l'invasion de ces cellules. Par ailleurs, donc, Arnaud Paré, chirurgien maxillofacial à Tours et étudiant en Master 2 dans l'équipe, a démontré par une étude immunohistochimique sur une cohorte de 64 patients de Tours et de CLB que l'accumulation de cette cytokératine 8 à la membrane et intracellulaire est corrélée à un mauvais pronostic de survie globale et survie sans progression. Donc la ECK8, la cytokératine 8, donc, constitue une cible thérapeutique potentielle dans les cancers VADS. Donc en arrivant donc à la partie donc, sociologique et addictologique, donc je vais laisser la parole à Véronique Régnier qui va nous expliciter cette partie. Bonjour. Donc la partie sociologique et addictologique d'impact visait en fait à compléter les parties précédentes qui vous ont été exposées par Marie pour parvenir à avoir au niveau de plusieurs disciplines des efforts convergents
vers des bénéfices pour le patient. C'est à la fois le dépistage et le soin par rapport aux patients atteints de VADS. Donc Marie vous a expliqué un petit peu les pistes à la fois fondamentales, chercheurs de marqueurs, etc. Et quand j'ai rencontré Pierre Saint-Signy au début du projet, il m'a tout de suite parlé des patients en disant mais il y a quand même un problème avec ces patients VADS, c'est que on n'arrive pas à les faire changer de comportement et à les faire arrêter de boire et de fumer, alors qu'on sait que c'est très préjudiciable en fait pour leur maladie. Donc je lui ai proposé de travailler sur ces questions. Donc on a un petit peu regardé les données qu'on avait, qui ont confirmé effectivement qu'un nombre non négligeable de patients atteints de cancer VADS reconnaît consommer du tabac, donc là 18%, 27% consomment plus de 4 fois par semaine de l'alcool, et parallèlement, on voyait que peu de patients connaissaient l'existence de services qui pouvaient les aider à parvenir à un arrêt ou à maintenir un arrêt du tabac ou de l'alcool. Donc notre objectif principal, c'est devenu dans un premier temps, parce que ça c'est une première partie de quelque chose qui je pense va être plus vaste, de comprendre d'abord pourquoi est-ce que la mise à disposition de programmes actuels sont finalement décevants dans la prise en charge des patients atteints de cancer ORL. Et notamment, on s'est fixé 3 objectifs opérationnels. D'abord, comprendre ce qui se passe, identifier les modalités d'accès des patients à ces services, identifier les représentations et les pratiques des professionnels, c'est-à-dire là on parle des soignants, vis-à-vis de ces patients concernant les consommations d'alcool et de tabac, et d'identifier les représentations des patients et la compréhension des informations délivrées par les praticiens. Donc là, il s'agit en fait de faire d'abord un état des lieux avant d'agir éventuellement et de faire une étude plus interventionnelle. Donc on a proposé une enquête qualitative qui a été menée dans 6 centres de soins dans la région Rhône-Alpes. Donc vous voyez avec des établissements de différentes tailles et donc différentes réalités aussi de ressources et de population. On a interrogé 20 professionnels, 10 dans les services de chirurgie maxillofaciale, dont un maximum de chirurgiens, et des services d'addictologie. On a également suivi 80 consultations avec 4 chirurgiens ORL pour voir comment se discutaient les questions du tabac et de l'alcool pendant ces consultations. Et on a également réalisé, mais je ne vous parlerai pas des résultats aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai mis un peu en grisé, des entretiens donc, auprès des patients dans un seul centre, parce que ça n'a été possible que dans un seul centre pour l'instant, pour savoir quelle était leur évaluation en fait, de la situation, des informations qu'ils avaient reçues, et qu'est-ce qu'ils comptaient faire et auprès de qui ils comptaient se tourner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être présenter l'année prochaine, quand on aura vraiment mouliné tous les résultats. Pour l'instant, je vais vous parler de l'étude plus sur site, donc sur les 6 sites en question dans la région Rhône-Alpes. Donc le premier constat, c'est qu'il y a des ressources, puisqu'il y a une équipe de liaison et de soins à l'addictologie. Alors j'ai mis dans 5 sites sur site, et depuis le 6e, on a eu un. Donc en fait, dans tous les sites maintenant d'enquête, nous avons des ressources en addictologie. Les missions de ces ELSA, c'est s'occuper des patients hospitalisés, mais aussi informer, former et aider les soignants, organiser des actions concernant la prévention à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Il y a une fonction de liaison qui est comprise avec les soignants, mais aussi avec les structures extérieures à l'établissement. Vous voyez que l'activité est plutôt centrée sur l'alcool, mais il y a aussi des prises en charge tabac. Quand on demande aux ELSA avec quel type de service elles ont des relations, ils nous sortent assez rapidement les urgences, le service de gastro-entérologie, la traumatologie, la maternité. Donc ça, c'est des choses qui sortent assez vite.
Par contre, la chirurgie maxillofaciale et l'oncologie, il faut vraiment insister en fait pour qu'ils nous disent qu'effectivement ils nous envoient des patients, enfin, qu'il y a des patients qui sont communs, etc. Donc ça ne fait pas partie des collaborateurs très réguliers et très avec qui les liens sont très forts. Quand on essaye de voir quelle est leur philosophie de travail, on voit qu'ils sont à peu près tous d'accord pour dire qu'eux, ils veulent travailler sur le sevrage. Le sevrage étant compris comme la suspension totale de la consommation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de zone de négociation du sevrage. C'est-à-dire le patient qui vient pour un sevrage, c'est un sevrage total. Alors après, ça peut être sur 6 mois, sur 1 an, je dirais les durées varient encore un petit peu, de savoir qu'est-ce qu'on appelle un sevrage total. Est-ce que c'est pas d'alcool ou pas de cigarette pendant 6 mois ou 1 an ou plus, mais c'est cette notion de zéro consommation. Quels outils est-ce qu'ils utilisent? On a remarqué aucun processus de gestion standard vis-à-vis des consommations, c'est-à-dire que les pratiques sont variées. Il n'y a pas de guidelines nationales, même si c'est en train d'évoluer actuellement dans l'actualité très récente. Mais des outils validés sont utilisés et des outils communs qu'on retrouve dans plusieurs ELSA. Du point de vue des soignants, donc on a interrogé, on leur a demandé d'abord pourquoi est-ce que les questions du tabac et de l'alcool étaient importantes pour eux. Et on s'aperçoit par exemple que les chirurgiens sont axés sur l'intervention chirurgicale. Ils nous disent que si le patient continue de boire et de fumer, en fait ils se posent eux-mêmes la question de leur intervention, étant donné que la chirurgie devient quasiment inutile. Donc pourquoi faire un travail si derrière le patient continue ses comportements alcoolo-tabagiques à partir du moment où ça va forcément récidiver. Il nous parle aussi beaucoup d'impact du tabac sur la cicatrisation. Apparemment le tabac provoque des défauts de vascularisation qui empêchent la cicatrisation, une bonne cicatrisation. Il nous parle aussi de délirium tremens qui est lié à l'alcool et qui est un risque important pendant l'acte chirurgical et donc qu'il souhaite éviter. Ils nous disent aussi que la nicotine est considérée comme un produit actif et dangereux, même si tout le monde n'est pas d'accord sur ces questions et dans la littérature c'est pas si simple que ça. Je pense que la question n'est pas encore tranchée. Mais en tout cas, ça n'ouvre pas la voie aux substituts nicotiniques, par exemple, qui ne sont pas forcément recommandés à ce moment-là. Dans leur relation avec les patients, ils reconnaissent que c'est compliqué de demander à un patient à qui on vient d'annoncer une opération ORL, ou un cancer, ou les deux, en plus lui demander le même jour d'arrêter totalement sa consommation d'alcool et de tabac. Et donc, ils ne sont pas pour cette façon de faire. Ils pensent d'ailleurs que le patient, quand il va entendre le mot cancer, quand il va voir qu'on va lui proposer une chirurgie, va spontanément en fait arrêter de fumer. Ce qui arrive assez souvent, et d'ailleurs les gens se présentent souvent devant l'ORL en disant bah, « ça y est, j'ai arrêté ». Alors, on ne sait pas si c'est hier, ou il y a 3 jours, ou il y a 6 mois, et c'est pas forcément demandé comme on va le voir. En tout cas, dans leur relation aux patients, les soignants pensent que la motivation et la volonté sont les principales sources du succès par rapport au sevrage, que eux pensent renforcer la motivation en expliquant les conséquences en fait. Ils sont aussi assez vite découragés par rapport à un type de patient qui est suspecté de ne pas pouvoir en fait obéir à l'injonction d'arrêt. Ça veut dire que assez vite dans leur cabinet ils vont dire ah non mais celui-là en fait il va pas s'arrêter quoi et ils se sentent un peu à la fois démunis et découragés par rapport à l'intervention qu'ils pourraient avoir sur ce type de patient. La collecte d'informations sur les consommations est assez disparate. Des chirurgiens questionnent tous leurs patients, d'autres certains. En général, ils posent une question qui n'est pas toujours la même suivant les chirurgiens. Et ils utilisent un repérage intuitif des patients qui sont susceptibles d'arrêter assez vite de fumer ou pas.
Alors ce repérage intuitif, il demanderait à être un peu creusé. Ça intéresserait beaucoup un sociologue de voir quels sont les critères en fait qui sont appliqués, qui sont des critères en fait d'apparence sociale souvent, et puis aussi un peu d'histoire de vie, le patient isolé, alcoolo-tabagique depuis des années, qui porte un peu sur la figure, et assez vite suspecté de ne pas pouvoir s'arrêter facilement. Bon, en ce sens, ils n'ont pas forcément complètement tort non plus. Par rapport à la façon dont quand les patients leur annoncent une consommation, on remarque qu'en fait, il n'y a pas d'appréciation de leur part. Ils s'efforcent de rester neutres. Il n'y a pas de jugement de valeur en disant oh là là, c'est beaucoup, ou en disant ah ben c'est pas bien. Voilà. Ça, il n'y a pas de ça dans les consultations. Et le seul message en fait qui est donné par rapport au tabac, c'est arrêter de fumer augmente les chances de guérison. Voilà, donc c'est quelque chose aussi d'assez encourageant, mais en même temps d'assez vague. Par rapport à l'alcool, ils nous disent augmenter par 2 les déclarations de consommation. Ils pensent que, voilà, autant sur le tabac, ils pensent avoir une déclaration relativement honnête de la part du patient, autant sur l'alcool, ils pensent que non. Et donc ils augmentent la dose par dose. Et s'ils soupçonnent un risque de délirium tremens pendant l'opération, ils envoient le patient en cure pour éviter en fait ce qui pourrait être dramatique pour lui. Lors des consultations, donc on a remarqué que l'orientation des patients vers les ELSA se fait en général à la 2e consultation. Que certains chirurgiens associent le rendez-vous avec l'ELSA avec les autres rendez-vous médicaux. Donc je dirais que c'est pris quasi automatiquement. Par contre, certains chirurgiens sont beaucoup plus mesurés par rapport à ces rendez-vous avec l'ELSA. On a même relevé une demande spécifique du patient d'aide et le chirurgien l'a pas orienté vers l'ELSA. Et manifestement, ils ne connaissent pas tous non plus le service, ils ne savent pas forcément le situer dans l'établissement et ils n'ont pas de numéro de téléphone à portée de main. Conclusion principale de ce qu'on a observé, ces 2 services, les chirurgies maxillofaciales et ELSA, n'ont pas le même rapport aux patients consommateurs. Les premiers souhaitent un sevrage immédiat pour optimiser la chirurgie. Et les deuxièmes souhaitent plutôt un sevrage à long terme pour la vie du patient. Voilà. Donc ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes objectifs. Je passe tout de suite aux conclusions. À ce stade de l'enquête, puisqu'on a aussi la participation qui est là très très intéressante de savoir comment ils réagissent à ce contexte, ces propositions, ces actions de patients. Mais voilà, pour l'instant, on n'a que effectivement la partie organisation et soignant. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui pour améliorer la prise en charge chez ces patients ? On peut penser que renforcer le dialogue et la coordination avec les ELSA, ça pourrait quand même peut-être faciliter effectivement le fait que les patients soient orientés plus facilement, et en plus ceux qui le souhaitent et qui le demandent. On pense qu'il faudrait aussi améliorer le repérage des consommations et des consommateurs avec des outils peut-être communs et qui permettent aussi de faire une espèce de fiche navette à l'ELSA qui peut permettre tout de suite aussi d'avoir des éléments sans devoir recommencer avec le patient à redérouler. Concernant les ELSA, on se pose un peu 2 questions sur l'importance qui est donnée aux aspects médicaux ou à la notion de dépendance sur laquelle les ELSA sont assez focalisés. Et on se demande s'il n'y aurait pas intérêt à réintroduire une dimension sociale et relationnelle au tabac, comme a pu le mettre en évidence par exemple Patrick Peretti-Vatel, qui a beaucoup travaillé sur les questions du tabac et des populations démunies, et qui a montré justement ce rôle tout à fait social et relationnel du produit, sachant que la santé elle passe au second plan là. Donc comment on prend ça en compte dans la prise en charge du patient.
On pense aussi que peut-être il faut réfléchir sur la notion de sevrage. Et est-ce que c'est possible à un moment donné d'aller vers une stratégie qui serait plutôt de la réduction des risques ou pas? Voilà, j'ouvre le débat. La dernière chose, c'est quand même pour les deux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers de changement de comportement que ceux qui sont donnés, c'est-à-dire des informations sur la dangerosité et sur les possibilités de prise en charge? Autrement dit, est-ce qu'il y a autre chose que de la formation rationnelle à donner? Je vois M. Matin qui dit oui, donc il va nous apporter quelques clés dans sa présentation. Alors, on a encore 2 diapos avec Marie, puisque voilà la suite en fait de l'aventure. L'aventure n'est pas finie, elle continue sur un nouveau programme. Encore 2 minutes. Donc, ce que vous voyez ici en jaune représente en fait Impact que nous a présenté aujourd'hui, qui a été réalisé au niveau régional, qui a été financé donc par le CLARA, un projet structurant. Mais la vocation donc d'Impact, c'est d'être national et international. Donc, pour la partie nationale, c'est chose faite. Nous avons obtenu un financement INCA qui va permettre de financer la suite d'Impact et Impact Umbrella et qui va regrouper 12 centres en France. C'est ce que vous voyez ici en vert. Et donc voilà, c'est un projet, en fait, c'est un essai clinique. Cette fois, on va pouvoir mettre en place une cohorte prospective d'échantillons et notamment de lésions prémalines qui sont difficiles à obtenir, donc sur un programme sur 5 ans. Et on aura aussi donc un essai clinique avec un bras contrôle qui sera donc un programme de sevrage tabagique minimal avec un suivi en ambulatoire, et un bras expérimental qui sera un programme donc, de sevrage soutenu avec lors des séances de radiothérapie post-opératoire. Voilà. Et donc, bien sûr, Véronique va continuer ce travail sociologique auprès des patients. Alors, on aurait été beaucoup applaudi. Donc, juste en quelques mots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, il y a une intervention. Donc on va évaluer une intervention, on va prendre quand même 15 patients qui ont refusé l'intervention pour essayer de comprendre pourquoi ils refusent de rentrer dans l'intervention, et on va essayer d'en prendre 35 avant et après l'intervention pour savoir quelles étaient leurs motivations au départ et quelle est leur évaluation du programme. Donc ça va être fait sur 5 des 12 centres de Impact Umbrella. Diapo de remerciement. Voilà. Je vous remercie.